Mon aïeul Jean est né à Écalalix en 1855. En 1883, dans le recueil Miss Harriet, Maupassant décrit un voyage en diligence entre Étretat et Tancarville. C'était l'automne. Des deux côtés du chemin, les champs dénudés s'étendaient, jaunis par le pied court des avoines et des blés fauchés qui couvraient le sol comme une barbe mal rasée. La terre embrumée semblait fumer. Des alouettes chantaient en l'air, d'autres oiseaux pépiaient dans les buissons. Le soleil enfin se leva devant nous, tout rouge au bord de l'horizon. La vache normande est aujourd'hui la troisième race laitière française en termes d'effectifs, derrière la Prime Holstein et la Montbéliarde. Le cheptel normand comptait 4 millions de têtes en 1930 et il n'en compte plus que la moitié en 2009. On peut associer la vache au camembert, un célèbre fromage dont son lait est à l'origine et qui est un autre des symboles de la Normandie. Cultivé pour l'artisanat domestique et particulièrement pour fabriquer des trousseaux pour les filles à marier dès le XVIIIe siècle, le lin trouve dans le Pays de Caux des conditions idéales de culture. Il a besoin d'un climat humide et d'une qualité des sols. Notre région est la première région productrice de lin. La région est propice à la polyculture, surtout aux céréales, aux betteraves et à la culture du lin. Je n'aurais jamais pensé qu'il y avait encore autant de chaumières normandes, si bien entretenues, si près du Havre. La région est industrialisée à outrance, avec ses sites attractifs et exponentiels de Gonfreville-Lorcher, de Lillebonne et de Port-Jérôme. Mais dans l'arrière-pays, les traditions sont entretenues par la bourgeoisie qui valorise son patrimoine. Elles sont cachées, à l'abri du vent, derrière les haies, dans les pommerets, dans la verdure, près des clos masures. Vous savez, ces grosses fermes enceintes et encerclées de talus rectangulaires, plantées d'arbres qui coupent le vent glacé et glacial, qui souffle toute l'année sur ce plateau et qui vient de l'ouest et de la mer. Mais elles sont surtout à l'abri des regards, et c'est à pied, en vous promenant, que vous les découvrirez au détour d'un sentier. C'est en rebroussant chemin que vous apercevrez celles que vous n'aviez pas vues dans l'autre sens. Elles sont nombreuses et variées. Elles sont rarement disponibles à la vue ou isolées au milieu d'un champ. Elles comportent souvent un escalier extérieur. Elles possèdent un toit à forte pente, traditionnellement en chaume, et chaque pièce s'ouvre directement sur l'extérieur par une porte. Depuis les années 1980, le toit de chaume est revenu à la mode pour la bourgeoisie parisienne, surtout en Normandie et en Bretagne. La région est par ailleurs bien reliée au nord de la France et au nord de l'Europe grâce à l'autoroute A29, mais aussi à la région parisienne. Pour les besoins du tourisme et des touristes, les toits sont à nouveau recouverts de chaume. Cependant, la culture du seigle a diminué très fortement et les moissonneuses-batteuses
hache la paille. Il n'y a plus de chaumiers et leur savoir-faire a disparu. Le roseau de Camargue ne suffisant pas, on utilise maintenant celui de Hollande et de Pologne. Il faut changer le toit de chaume tous les 30 ans. La paille ne doit pas pourrir. C'est beaucoup plus onéreux que les tuiles ou l'ardoise. Seuls les riches peuvent s'offrir un toit de chaume quand, il y a peu, c'était les pauvres qui pouvaient utiliser ce toit fait de paille gratuite trouvé dans l'exploitation agricole. Dès le Moyen-Âge, le chaume a été limité dans les agglomérations en raison du feu qui se propageait rapidement d'une maison à l'autre. Dès le Second Empire, une loi interdit le chaume. Les municipalités l'interdiront de même, ainsi que les compagnies d'assurance. Au XIXe siècle, les mentalités changent avec les idées de progrès et de modernisme. La bourgeoisie utilise les ardoises, les lauzes ou les tuiles. Les chaumières deviennent des maisons de pauvres, de gueux, jusque dans les années 1950-1960. Les toits de tôle verront leur apparition dans les campagnes et les hameaux. Ils sont inesthétiques et n'isolent pas. Le grenier, aménagé en chambre maintenant, servait de réserve à foin et à grains et était isolé du rez-de-chaussée par du terril, mélange de terre et d'argile. Les propriétés du Pays de Caux sont toutes en longueur avec les pièces communicantes entre elles, compte tenu de leur faible profondeur. Est-ce que Jean ne savait ni lire ni écrire? Ce n'est pas si sûr que cela. En Normandie, vers 1750, les notables sont alphabétisés à 100%. Les paysans propriétaires à près de 100%. Seule la catégorie des journaliers agricoles ne dépasse pas les 50%. La bataille entre les instituteurs de la Deuxième République et les curés des villages a lieu sur la paternité de l'alphabétisation du peuple. Les lois de la Troisième République entament l'hégémonie de l'Église sur l'enseignement, tandis que prennent corps des théories éducatives se réclamant de l'éducation nouvelle. L'intendant de Guyenne écrit en 1760 : « Je suis bien éloigné de penser qu'il faille multiplier dans les bourgs et dans les villages les maîtres d'école, qui ne produisent souvent d'autre effet que de faire des paysans, des demi-savants, qui, la plupart, ne profitent de l'instruction qu'ils ont reçue que pour abandonner l'agriculture ou faire des procès à leurs seigneurs. Voici les notables méfiants. À cela s'ajoutent les frais d'entretien d'une école reposant sur les communes. Le journal de l'Empire recense 900 000 élèves, soit 22% des enfants scolarisables en 1813. En 1850, 73% des enfants de 6 à 13 ans sont scolarisés. En 1876-1877, ils sont 4 716 000 élèves. Jusqu'au XIXe siècle, les seules sources d'eau du plateau de Caux sont les mares. Les puits peuvent atteindre une profondeur de 80 mètres pour rejoindre la nappe phréatique. Ils sont donc onéreux et réservés aux propriétaires les plus riches. Les habitants, eux, ont aménagé des mares pour retenir l'eau de pluie. Plus tard, ce seront des citernes. La mare a une place essentielle dans le milieu rural. L'eau servait à la lessive, à la cuisine, à la toilette, au brassage du cidre.
Si la mare réservée à l'eau potable était protégée des animaux, la qualité de l'eau était douteuse. Le purin s'y écoulait et les oiseaux s'y ébattaient. Les adductions d'eau réalisées depuis 1945 par les communes, par des syndicats intercommunaux, suppriment peu à peu cette difficulté. L'abbé Alexandre décrit son arrivée dans son village de Bateau-sous-Beaumont. Nous sommes au cœur du pays de Caux. Mais voilà, je ne suis pas cauchois, je n'ai pas vu le jour sur le plateau comme la mer. Je monte de la grande ville que j'ai quittée ce matin. Il parle du Havre. Je suis un Orzin, un étranger. La stratégie du pèlerinage. Quand le dimanche, à la fin de la messe, je me retourne pour le Dominus Vobiscum et que je vois chacune de mes familles bien séparées des autres dans son banc, j'ai l'impression de ne servir à rien. J'ai des paroissiens, c'est vrai, mais pas de vie paroissiale. Je ne réussis pas à créer une vraie communauté. À l'église, ils sont comme dans leur cour masure, éloignés les uns des autres, avec, entre eux, ces mêmes fossés, ces mêmes talus, qui séparent autant leurs âmes que leur corps. Il faut que je m'évertue à les rapprocher, à les réunir. Tiens, par exemple, les mettre tous ensemble dans un car pour un pèlerinage. Il poursuit. Je commençais à m'inquiéter, quand tout à coup, aux quatre chemins, j'ai aperçu dans la plaine, planté au milieu de son troupeau de moutons, un berthier. Un berthier, c'est un berger. Il était là. Je me suis avancé vers lui, il n'a pas bougé. Un cauchois ne bouge pas, jamais. C'est pas lui qui viendrait au-devant de vous. Il vous attend. C'est vous qui le dérangez. Je me suis approché, je lui ai dit « Pardon mon brave, Bateau-sous-Beaumont ». Il n'a pas bougé. Il n'a pas répondu. Je me suis dit, il est peut-être dur de la feuille. Je lui ai répété plus fort, « Bateau-sous-Beaumont » Il n'a pas bougé non plus. Je me suis demandé pourquoi. Maintenant je sais. Après 40 ans, on sait beaucoup de choses. C'est que le cauchois, avant de répondre, il réfléchit, il calcule. Il se dit, combien de mots je vais dire pour ne pas en dire trop, pour ne pas m'engager, voyez-vous. Alors, il m'a simplement dit, comme un juron, un chabotei, une sabotée. C'est une marche en sabot. Ça signifiait que c'était pas loin. Naturellement, je le remercie. J'allais partir quand le gars se ravise et me dit « Tiens, dites donc, vous là, seriez-il point le nouveau curé de Bateau ?»« Oui, mon brave, je suis bien le nouveau prêtre de la paroisse. Oh ben, je vais vous dire une bonne chose. Métier cué, métier de berquier et deux métiers foutus. » En 1990, Bernard Alexandre, abbé de Bateau-sous-Beaumont, décrit dans son livre « Le Orzin, vivre ou survivre en Pays de Caux » la vie dans un pays de Caux en plein bouleversement dû au déclin de l'Église et des traditions. Il explique la particularité de la personnalité des Cauchois et de leurs traditions, ainsi que des tentatives de préservation de celles-ci. La structure en bois de ces maisons reposait sur de grosses pierres en grès ou autres matériaux, tels que la pierre de Fécamp. Le bas de ces maisons cauchoises était constitué de pierre et de silex sur une hauteur moyenne de 60 cm pour isoler la structure de bois de l'humidité. Les pans de bois sont ourdis de torchis. Celui-ci formait un remplissage. Il était composé d'argile malaxée et de paille hachée.
Les façades ouest de ces maisons normandes étaient protégées des vents de pluie par un bardage en bois, maintenant remplacé par des ardoises ou un crépi en ciment. Cumulus couleur de ciel, nimbus soulignés de rose, stratus au cœur vert et pleurant des effilouchés blancs purs. Les hortensias évoquent ce qui, au-dessus de nos têtes, fait la pluie et le beau temps. Ces fleurs deviennent bleues sur un sol acide, roses sur un sol calcaire. Ils deviennent mauves sur un sol mixte. À Varangeville-sur-Mer, la plupart des 1500 espèces ont été importées du Japon, où se trouve un grand nombre de variétés d'hortensias. À l'intérieur, les murs sont badigeonnés de chaux blancs ou peints au verre d'eau, ou plus récemment couverts de papier peint. Au plafond, les poutres sont peintes en tête de nègre. On trouve au sol des tomates en terre cuite. Les portes sont pleines et les fenêtres à petits carreaux. Les croyances cauchoises sont nombreuses et variées. Parmi celles-ci, on peut noter celle qui consiste à faire le tour du calvaire aux nourrissons et à déposer en offrande une de leurs petites chaussures pour qu'ils marchent dans la nuit. C'est par peur atavique du vol que le plus souvent on n'offre pas la paire. On retrouve ce même rituel au pied de la Vierge Noire à Graville, mais aussi à Gomerville et à Saint-Gilles-de-la-Neuville, par exemple. Le Pays de Caux est l'un des derniers bastions de la langue normande en dehors du Cotentin. Prononcez un K en cauchois pour un chat. Notez qu'en anglais, c'est a cat. Pour la vache, c'est vac. Et pour le chien, c'est un quin. Alors la bretèque, c'est une variante de bretèche. Et cela signifiait que c'était une fortification en bois destinée à protéger les abords d'une place. Une femme m'a assuré qu'il y avait dans le hameau de Beauvoir, près du château, d'exceptionnelles chaumières normandes couvertes de chaume. Elle avait un accent cauchois à couper au couteau. Malheureusement, près du hameau, je n'ai croisé qu'un homme avec un téléphone collé à l'oreille et qui m'a vu arriver du bout du long chemin couvert de hêtres. J'ai vu qu'il n'y avait aucun toit de chaume et qu'il allait falloir expliquer ma présence en ces lieux reculés. Cette dame ne connaît pas son village, m'a-t-il dit. J'ai rebroussé chemin, dépité, mais cela m'a amusé d'aller au hameau Beauvoir, nom qui m'a fait penser à Simone de Beauvoir. J'ai été surprise dans ces campagnes désertées pendant le jour par l'absence de chiens. Pendant mon périple, j'en ai croisé 2 qui étaient gardiens des propriétés et qui étaient enfermés derrière des barrières ou des clôtures. Heureusement. Les gens ont peut-être peur des ennuis causés par leurs chiens errants dans le village pendant qu'ils travaillent. Dans le livre Une vie, Maupassant parle de la ville de Barville. Donc, c'est entendu. Vous donnez à cette fille la ferme de Barville et je me charge de lui trouver un mari, un brave garçon rangé. En 1883, Maupassant écrivait dans Lamartine. Un vent d'automne, un peu sec, passait sur la plaine, annonçant une soirée fraîche après le coucher du soleil. Et dans la nouvelle Le Vieux,
En 1884, Maupassant écrivait « Un tiède soleil d'automne tombait dans la cour de la ferme, par-dessus les grands hêtres des fossés. Sous le gazon tondu par les vaches, la terre, imprégnée de pluie récente, était moite, enfonçait sous les pieds avec un bruit d'eau. Et les pommiers, chargés de pommes, semaient leurs fruits d'un vert pâle, dans le vert foncé de l'herbage. 4 jeunes génisses paissaient, attachés en ligne, et meuglaient par moments vers la maison. »